Bien, bonjour à tous les courageux qui nous ont rejoints et bonjour à tous ceux qui sont en distanciel. Donc on accueille aujourd'hui le professeur Éric Buy dans la dernière édition de l'année universitaire de nos webinaires, hein, donc 2 à 3 webinaires par an auxquels on est très attaché, qui ont pour but d'enrichir et de rendre accessibles les connaissances actuelles sur le psychotrauma. C'est une des missions de notre Centre national de ressources et de résilience pour les psychotraumatismes, qui est un GIP, je vous le rappelle, créé en 2019 et qui a pour vocation d'apporter les ressources nécessaires pour agir et faire face au psychotraumatisme et permettre aux personnes concernées de retrouver une qualité de vie la plus satisfaisante possible après la confrontation à un événement traumatique. Voilà, si le moment des webinaires, c'est aussi l'occasion pour nous de parler de notre actualité. Notre actualité est au lancement d'un prix scientifique pour la première fois cette année, après 4 ans d'existence, où on fait un appel, je dirais, aux chercheurs français ou francophones, de nous adresser les papiers qu'ils ont présentés, et on va faire comme ça une sélection. Il y aura un prix de recherche fondamentale et un prix de recherche appliquée. On va essayer comme ça, c'est une façon un petit peu indirecte pour nous de collectionner et de colliger le fruit de la recherche dans notre pays et de le diffuser au plus grand nombre. Mais bon, aujourd'hui, le titre de ces webinaires, depuis le tout début des webinaires, on pensait à t'inviter. Mais bon, comme tu es une star, on a dû attendre un peu. Et donc le titre du webinaire aujourd'hui, le trouble de deuil prolongé. Bon, je ne vais pas parler comme un vieux et dire comment on l'appelait avant, puisque c'est peut-être pas la même chose. Donc avec ce sous-titre auquel tu t'es plié, parce que ce n'était pas forcément celui vers lequel tu serais allé, un trouble de stress post-traumatique comme un autre, 3 petits points, ou pas, point d'interrogation. Pas facile à dire à l'oral, c'est plus parlant à l'écrit. Donc Éric Buy, l'avantage de mon grand âge, c'est de l'avoir connu très jeune, c'est-à-dire tout petit, parce que vous voyez comme il est encore très jeune. Donc je l'ai connu en Master 2, en thèse, à l'HDR. Puis à un moment, il s'est dit, tiens, on va aller faire un post-doc aux États-Unis. Puis pouf, il a disparu. Et c'était quoi, 2010 2010, tu pars aux États-Unis, à Harvard quand même. Et puis après, il intègre le Massachusetts General Hospital. Vous avez noté la qualité de mon accent, qui de webinaire en webinaire s'améliore, vous êtes d'accord? Donc cet hôpital extrêmement célèbre, puisque tout le monde le connaît, au moins pour la série Urgence, puisque c'est les urgences de l'hôpital dans lequel il a... À un moment, tu as été co-directeur de la recherche scientifique du Center of Anxiety and Traumatic Stress Studies. Non. Disorders and Complicated Grief Program. Ouais, il parle mieux quand même. Non, arrête de parler anglais. Bon, il était toulousain à l'origine, donc il avait un accent, mais bon, pas tout à fait le même. Bon, donc voilà, donc il fait son postdoc. En fait, il reste enseignant-chercheur une dizaine d'années. À Boston, comme on dit, à Boston, comme on dit en anglais. Et puis voilà, l'ascenseur social, il devient enfin le président de l'International Society for Traumatic Stress Study, donc l'association mondiale du PTSD. Comme il ne pouvait plus monter plus haut dans l'ascenseur social américain, il s'est dit, bon allez, je reviens en France. Et on a la grande chance de le voir revenir. Il a pris la chaire d'agrégation de la psychiatrie à l'université de Caen. Et immédiatement dans la foulée, les planètes se sont alignées, c'était la naissance du réseau des centres régionaux du psychotrauma, et bien évidemment, Éric dirige celui de la Normandie. Voilà, j'ai oublié des trucs sans doute, Éric, mais bon, voilà. Ça, une de ses spécialités, donc c'est bien sûr le trouble de stress post-traumatique, ça c'était avant de partir aux États-Unis déjà, les troubles anxieux. Et puis là-bas, tu as, rencontré. En tout cas, tu as rencontré les personnes qui ont beaucoup développé, beaucoup travaillé, beaucoup fait évoluer le concept à travers les classifications internationales de deuil pathologique, deuil compliqué, deuil prolongé aujourd'hui. Bon bref, tu as accepté de relever la question qu'on t'a un petit peu imposée. Enfin, on en a discuté ensemble quand même. Donc on va t'écouter. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Guillaume. Et juste 2 précisions. Je pense que j'ai encore un peu l'accent toulousain. Et 2, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Guillaume, mais à 2 titres. D'abord parce que merci de m'avoir invité ici, aujourd'hui présenté, mais aussi parce que justement, à ma soutenance d'HDR, tu m'as dit, Éric, à un moment ou à un autre, il va falloir que tu rentres quand même en France.
ne l'oublie pas. Et je ne l'ai pas oublié pendant 10 ans. Puis à un moment, je me suis dit, bon, il avait raison, le professeur Veva, je vais rentrer en France. Donc voilà. Alors, trouble de deuil prolongé, un trouble de stress post-traumatique comme un autre ou pas, ben, je vous propose, là, pour les 45 prochaines minutes, d'essayer de réfléchir ensemble à cette question. Et bon, juste ma déclaration de conflit d'intérêt. Et alors, avant de commencer pour parler du deuil, il nous faut quelques définitions. Alors, il nous faut quelques définitions parce que nous, on est français et que le terme deuil englobe différents concepts. Aux États-Unis, l'équivalent du deuil englobe 3 concepts. Le bereavement, qui est en fait le fait d'avoir perdu un proche, notamment une figure d'attachement. Donc en fait, c'est le fait d'être endeuillé, c'est un statut. Je suis quelqu'un qui est endeuillé. Ensuite, grief, qui sont les réactions émotionnelles, cognitives et comportementales. Donc vraiment, c'est ce qu'on ressent, comment on réagit à cette perte. Et mourning, qui est en fait faire son deuil, sont les manifestations comportementales conscientes qui nous permettent justement de dépasser la phase où on a beaucoup de grief. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Alors historiquement, le trauma, en tout cas les réactions liées au trauma et au deuil, deuil bereavement, ont souvent été étudiées ensemble. Donc là, je vous renvoie à Marty Horowitz qui parlait de syndrome de réponse de stress pour ce qui concerne le deuil et le PTSD. Cependant, dans les années 80, le TSPT est rentré dans les classifications internationales, notamment dans le DSM-3, mais pas le deuil, pas la réaction pathologique à la perte d'un proche. Et ça sera jusqu'en 2022, enfin jusqu'en 2018 pour la classification internationale des maladies et jusqu'en 2022 pour le DSM-5-TR. Alors, juste un mot sur cette inclusion dans le DSM, ça a fait beaucoup de remous. Ça a fait beaucoup de remous, puisque beaucoup de gens se sont dit on est en train de pathologiser le deuil. Donc, à discuter ensemble. Et pour discuter de ça, je vous propose de revoir ensemble ce qui est, en tout cas dans ma conception et dans la conception de mes mentors, un deuil aigu, donc deuil grief, un deuil réaction aiguë, un deuil intégré et un deuil prolongé. Alors, la perte d'un proche est un événement de vie majeur. Donc, Bowlby a dit, la perte d'un être cher est l'une des expériences les plus douloureuses de la vie. Non seulement douloureuse à vivre, elle est aussi douloureuse à voir en raison de notre incapacité à aider. Pour les individus en deuil, le retour du défunt est le vrai réconfort. Toute aide en dehors de cela est une quasi-insulte. Et alors, quand on bereave, quand on perd quelqu'un de proche, qu'est-ce qui se passe? On a cette réaction de deuil, de grief aigu, qui associe de fortes émotions. Donc, j'ai une diapo là qui arrive sur les différentes émotions, et des comportements de recherche de contact, donc soit passer du temps avec des choses qui rappellent le défunt, ou voire même être perdu dans ses pensées, avec des souvenirs, des images du défunt. Et associé à ça, une inhibition de nos systèmes exploratoires. Donc, il faut penser le deuil comme la perte d'une figure d'attachement, et donc la perte de sa base de sécurité, et donc le système exploratoire se met en veille. On n'a plus d'intérêt pour les activités des autres personnes, et on se sent plus vraiment compétent pour explorer le monde et pour faire les choses qu'on faisait habituellement. Alors les émotions, juste une diapo rapide, des émotions qui sont certes négatives, l'anxiété, la culpabilité, la colère, mais aussi, je pense que vous avez vu comme moi des patients en phase très aiguë de deuil, des émotions positives avec parfois de la joie, même un soulagement en fonction du type de décès, des souvenirs chaleureux qui peuvent animer la personne. Je pense que vous avez tous vu par moments dans certains enterrements et funerals, parfois des gens qui ont des fous rires, on parle de ça, là, de ces émotions qui sont très très mélangées. Et alors ce deuil, cette réaction de deuil, de grief, va évoluer au cours du temps. Et ce deuil aigu va se transformer en deuil, ce qu'on appelle en deuil intégré. Alors ça ressemble à quoi le deuil intégré? C'est une personne qui a perdu quelqu'un de proche, on va dire par exemple sa maman il y a 2-3 ans, et qui maintenant si on doit lui demander, si on veut voir comment elle est,
Elle a des intérêts dans ses activités, elle a des relations, elle a beaucoup de joie, de satisfaction. Elle se sent toujours connectée avec le défunt. Et les sentiments de manque, de tristesse, de solitude peuvent être présents, notamment par exemple pendant les dates anniversaires. Mais c'est beaucoup moins intense et c'est beaucoup moins prolongé. Il y a beaucoup aussi d'émotions positives. Et tout ce qui concerne le défunt, certes, peut être douloureux, mais est tout à fait mis à côté, c'est-à-dire que ça n'est plus intrusif. Donc si on pense au défunt, à des souvenirs heureux, ça va être sympa. Si on pense à des souvenirs de décès, etc., ça va être douloureux. Mais en gros, la plupart du temps, on n'y pense pas, on vit sa vie. Et alors comment on passe du deuil aigu au deuil intégré? Mais il y a tout ce travail de traitement de l'information qui est lié au décès, c'est-à-dire qu'on accepte, on réalise vraiment les finalités, les conséquences du décès, et du coup on reconfigure la relation avec le défunt. Alors ça ressemble à quoi? Donc par exemple, je donne un exemple, c'est une patiente qui a perdu sa maman et qui donc c'était en thérapie avec moi, qui n'avait jamais pensé au fait qu'elle allait se marier, et puis depuis le décès. Puis elle y pense, on parle en thérapie, elle pense au mariage, et là elle s'effondre, et donc elle réalise que sa maman ne sera pas au mariage, et donc elle réalise cette conséquence-là, et ensuite ça lui permet de reconfigurer. Bon, peut-être ma mère sera là par la pensée, elle sera là dans mes choix du garçon, de la robe, etc., mais elle ne sera pas là physiquement. Et donc tout ça, ça permet de réviser ses projets de vie, réviser ce qu'on appelle son modèle opérant, c'est-à-dire comment on envisionne la vie future. Alors d'après vous, là, il y a quelques personnes dans l'Assemblée, combien de temps ça dure normalement un deuil? 6 mois, 1 an, 3 ans, une vie? Voilà. Et en fait, c'est très intéressant, parce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit par rapport aux définitions. Donc il y a quelqu'un dans la salle qui dit une vie. Mais par rapport aux définitions, effectivement, le fait d'être endeuillé, d'avoir perdu quelqu'un et d'y penser, et que ça fait mal quand on y pense, probablement c'est une vie. Effectivement, le deuil, conceptualisé comme un bereavement, c'est une vie. On nous a enlevé quelqu'un de proche avec qui on avait un fort attachement, on a perdu ça, c'est une vie. Par contre, le grief, cette relation aiguë, émotionnelle, cognitive, comportementale, ça ne dure pas une vie. Alors, il n'y a pas de trajectoire fixe, ou en tout cas tout le monde n'a pas la même trajectoire de deuil. Par contre, il y a une temporalité qui fait sens. Alors là, je vous présente des données, c'est en fait, c'est même pas une modélisation, c'est un dessin des données de George Bonanno, de plusieurs études de George Bonanno, Université de Columbia, qui a étudié les trajectoires après, lui, il s'intéressait au trauma et au deuil, après la perte d'un proche, donc au deuil, et après trauma. Il retrouve une bonne partie des gens qui sont mal tout le temps. Alors, je me permets de pointer qu'il y a une partie des gens, la résilience, on est au CN2R, résilience, c'est 1/3 à 2/3 des gens sont résilients. Et alors, ce qu'il trouve aussi, c'est que dans toutes ces données, à partir d'1 an, on arrive à différencier ceux qui vont vraiment continuer à aller mal et ceux qui vont aller bien. Donc, 1 an fait sens en termes de moyenne, pour pouvoir bien identifier ceux qui auront besoin de soins et ceux qui n'en auront pas besoin. Alors, juste rapidement, j'aurais dû remettre la diapo, c'est pas... Donc, je vous ai montré cette transition du deuil aigu au deuil intégré. Alors, d'après vous, comment ça marche? Alors, je vous l'ai un peu dit, on fait tout ce travail de deuil, de réaliser les conséquences. Et donc, c'est un processus qui est une sorte d'oscillation entre des moments où on est centré sur la perte, on reconnaît les conséquences du décès, et des moments où on arrive à se restaurer, on n'y pense plus. Et du coup, on arrive à se restaurer et on arrive à réinvestir un bout de la vie sans le défunt. Et on fait ces allers-retours. Donc ça, c'est le modèle de deuil classique de Bowlby et d'autres. Et c'est ça le travail de deuil. Et alors, par contre, malheureusement, parfois, ce processus de deuil va se bloquer. Alors, il va se bloquer avec donc quelqu'un, si vous regardez sur la droite, quelqu'un qui n'a pas une permanence de la perte, qui ne reconnaît pas, qui n'accepte pas la permanence de la perte,
Les conséquences semblent catastrophiques parce qu'elle n'a pas replanifié des nouvelles choses avec d'autres gens. Le modèle de travail, la manière dont elle pense le futur n'est pas révisé, mais à jour plutôt. Et du coup, les objectifs, les plans de vie ne sont pas redéfinis. Là, on reste sur l'ancien logiciel. Et alors, passer le blocage entre le deuil aigu et donc le deuil intégré, c'est dû au fait que la personne n'oscille pas. Et elle n'oscille pas parce qu'il y a plein de ruminations, donc elle bloque, donc elle ne peut pas finalement faire son travail de deuil. Donc un exemple, ça va être une patiente qui va me dire si seulement j'étais arrivé 30 secondes avant, ma mère ne serait pas morte, mais ça fait 10 ans et la maman de la patiente en question est décédée des suites d'un cancer en phase terminale. Et effectivement, peut-être qu'elle ne serait pas morte à ce moment-là, mais peut-être qu'elle serait morte le lendemain ou le surlendemain. Et là, on est sur une pensée contrefactuelle 10 ans après, où elle essaie toujours de résoudre ce problème. Donc, les ruminations. Les comportements dysfonctionnels à type, par exemple, d'évitement. Donc, si ça fait trop mal d'y penser, on boit, on évite, on n'y pense plus. Ben, du coup, ça ne marche pas non plus. On n'arrive pas à osciller, on n'arrive pas à se faire à cette idée-là. Les gens qui ont une régulation émotionnelle ineffective, donc c'est trop haut, c'est pareil, donc du coup ils n'arrivent pas à osciller, soit ils sont tout l'un, tout l'autre. Et de l'adversité ambiante, environnementale, c'est si les gens sont distraits en fait par ce qui se passe, par le stress qui se passe, comme en temps de Covid, mais là, ou d'autres exemples, ça serait une de mes patientes qui, le mari sur le lit de mort dit « Ne t'inquiète pas chérie, j'ai tout réglé au niveau financier ». Et en fait, 2 semaines après, elle se retrouve avec la saisie de la maison, etc. Et là, alors du coup c'est la rumination, mais elle est obligée de prendre en charge tout ce qui arrive, donc elle ne peut pas faire son travail de deuil. Et en plus elle rumine. Et donc quand ce deuil aigu se bloque, ça s'appelle comment? Alors ça s'appelait deuil compliqué, parfois deuil traumatique, deuil pathologique, deuil non résolu. Dans la CIM-11, le DSM-5-TR, on appelle ça trouble de deuil prolongé. Et alors, quelles sont les définitions? Je vous présente juste la définition du DSM. Un décès qui est apparu d'une personne proche depuis plus de 12 mois et avec, depuis le décès, au moins presque tous les jours et au moins le dernier mois, un désir intense de la personne décédée, un désir intense de la présence de la personne décédée, et ou des préoccupations avec des pensées, il manque un bout de la phrase, des pensées par rapport au défunt ou aux circonstances du décès. Et en plus de ça, il faut au moins 3 des 8 symptômes suivants: perturbation de l'identité, sentiment marqué d'incrédulité, j'y crois pas, j'arrive pas à accepter, des évitements des rappels du décès ou du défunt, douleur émotionnelle intense, difficulté à se réinsérer dans la vie, anesthésie émotionnelle, sentiment que la vie n'a pas de sens, solitude intense. Voilà, je pointe, puisque c'est le sujet de notre webinaire aujourd'hui, je pointe le fait qu'il y a certains items qui sont redondants ou qui rappellent un petit peu le stress post-traumatique. Alors, du coup, ça concerne combien de gens, ça, ce tableau clinique-là? Alors, il y a quelques études de prévalence, 1,2 à 1,5% de la population. En tout cas, ce qui est plus intéressant que la prévalence, c'est l'incidence. Et donc, il y a 2 méta-analyses. Une de l'équipe de Lundorf qui retrouve qu'après tout décès, il y a quasiment 10%, 9,8% des gens qui vont présenter cet état de deuil prolongé. Et une autre méta-analyse de Manik Jeyantik, qui est à l'université de Utrecht, qui retrouve quasiment 1 personne sur 2 avec un décès violent a un trouble de deuil prolongé. 1 sur 2. Alors vous allez me dire, ok, alors du coup, qui c'est qui développe ce trouble de deuil prolongé? Alors donc comme les décès violents, donc en fonction des types, donc type de décès, décès violent, soudain, les gens proches, les époux, les enfants. Il y a aussi d'autres facteurs de risque, comme le fait d'être une femme, le fait d'avoir des antécédents, je vais y revenir psychiatrique, je vais y revenir dans quelques secondes, et tout ce qui va dérailler la personne après le décès, donc le faible soutien social et des facteurs de stress persistants. Donc c'est vraiment le modèle que j'ai montré et qui est confirmé par quelques études épidémiologiques.
Alors, juste quelques diapos, la suivante, sur des études que nous avons menées sur les facteurs de risque, dont celles qui sont les plus pertinentes par rapport au trauma. Alors, c'est une étude qu'on n'a pas publiée. On a pris des patients atteints d'un trouble de deuil prolongé, donc ça s'appelait les deuils compliqués à l'époque, d'un trouble anxieux, des contrôles et un trouble de stress post-traumatique. On leur a demandé, dans votre enfance, avez-vous été victime d'un abus physique ou, voilà, c'est sexuel, il manque un bout. Et donc, bien sûr, ceux qui ont un TSPT, à 66%, ils disent oui à ça, mais dans le trouble de deuil prolongé, on a quand même 31%, et c'est plus que les contrôles, et un peu plus, mais ce n'est pas significatif, que les patients qui ont un trouble anxieux. On a continué ces études sur les facteurs de risque, et notamment les facteurs de risque psychiatriques. Là, je vous parle de troubles anxieux. On a regardé si, au sein des patients qui avaient un trouble anxieux, il y avait plus de troubles de deuil prolongé. La réponse est oui. On s'est dit, bon, ben, les troubles, c'est bien. Qu'en est-il de l'anxiété sous-syndromique? Donc là, on a deux études, une sur le spectre des symptômes de panique, mais qui n'arrive pas au niveau d'un trouble panique, et l'autre au niveau de l'anxiety sensitivity, c'est-à-dire le fait de ne pas bien supporter ses sensations corporelles. Et on trouve que ces deux facteurs, donc d'anxiété pas clinique, sur le plan clinique, sont aussi des facteurs de risque. Et enfin, on est allé encore plus loin dans le tempérament. On a regardé là, sur une échelle de Big Five, si les gens on a regardé les 5 facteurs, et on retrouvait qu'en fait le neuroticisme était le facteur prédictif par-dessus tout le reste, donc du trouble de deuil prolongé. Donc ça, c'est des études rétrospectives. Donc ça, c'est l'une des limites. Alors, je vous parle de plein de facteurs de risque psychiatriques, psychologiques même. Est-ce que quelqu'un a une question pour moi sur d'autres facteurs de risque psychologique du trouble de deuil prolongé? Est-ce que quelqu'un se pose la question de quelque chose? Est-ce que le professeur Veva se rappelle du sujet de ma thèse? Bon, on parle de trauma. Une partie de mon début de carrière était sur les facteurs de risque psychologique péritraumatique. Et alors, j'ai eu la chance de travailler, alors j'étais à peine arrivé à Boston, qu'on me lance sur cette étude rétrospective de survivants du génocide du Rwanda, où on a regardé les symptômes de stress post-traumatique et les symptômes de ce qu'on appelait deuil traumatique à l'époque. Et on retrouvait, donc c'était rétrospectif, mais on retrouvait que la détresse, donc le fait, la peur, l'impuissance, l'horreur, au moment du décès, était indépendamment associée à la sévérité du deuil. Alors moi j'arrive à Boston et fort de ça, je me dis il faudrait qu'on fasse l'autre construit, la dissociation. Et alors là j'ai de la chance, je croise Cathy Shear, dont je vais parler dans quelques minutes, en congrès, qui me parle de son étude. Je vais aussi vous parler de cette étude. C'est une grande étude randomisée de patients qui ont un trouble de deuil prolongé et qui reçoivent une thérapie, la psychothérapie. Et elle me dit, écoute, moi j'ai un questionnaire, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle PDEQ. Moi je ne sais pas à quoi ça sert. Mais je la croise littéralement dans un couloir d'un congrès. Et moi je dis, écoute, si tu veux, je t'écris le papier dessus. Et donc, on a écrit le papier dessus. Donc, la dissociation péritraumatique, moi, je l'ai rebaptisée en périlos, périperte, mais ça pourrait être péribereavement, puisque ce n'étaient pas tous des décès traumatiques. Et donc, c'était la dissociation. J'ai eu des moments où j'avais perdu le fil de ce que je faisais, j'étais en pilote automatique, etc. Et donc, ce qu'on retrouve, c'est sur la gauche, là, on retrouve que la dissociation, plus la dissociation était élevée, donc dans cette cohorte de patients traités, plus les symptômes étaient sévères de deuil. Et ça, c'est après avoir contrôlé pour l'âge, le genre, la durée et les diagnostics comorbides. Et on a même, du coup, en collaborant avec Alexis Revet à Toulouse, on a même essayé de répliquer ça chez les enfants de manière prospective ou quasi-prospective. Donc là, en l'occurrence, on retrouvait que la détresse péritraumatique était un facteur prédictif indépendant du trouble de deuil prolongé chez ces enfants.
Alors, pour résumer ma question, là, qui développe le trouble de deuil prolongé? Finalement, si vous regardez ce que j'ai montré, presque les mêmes que ceux qui développent le PTSD. Non? Et en plus, avec le rôle de l'impact émotionnel cognitif de l'événement. Hein. Donc, c'est vraiment un trouble lié à un événement. Et donc là, j'en viens à la question première, hein, trouble de deuil prolongé, un trouble de stress post-traumatique. Alors effectivement, si on réfléchit, le décès d'un proche peut être entre guillemets un trauma. Ça produit une réponse relativement typique de trauma avec confusion, sidération, évitement, pensée intrusive, etc. Mais pas toujours. Et ce n'est pas toujours un trauma au sens du DSM. Apprendre qu'un décès non soudain d'un proche, par exemple. Et alors si on regarde, ce n'est pas du DSM, mais c'est vraiment de la clinique, de la phénoménologie des symptômes. Si on regarde les différences en termes de symptômes entre troubles de stress post-traumatique et troubles de deuil prolongé, on voit que dans l'événement déclenchant du stress post-traumatique, c'est une menace, alors que dans le deuil, c'est vraiment perdre quelqu'un. L'émotion primaire qu'on retrouve beaucoup dans le stress post-traumatique, c'est la peur. Le deuil prolongé, c'est la douleur, manque de l'autre. Je vais revenir. Les pensées, c'est sur l'événement pour le stress post-traumatique et sur le défunt pour le deuil prolongé. L'évitement, ça se discute, mais l'évitement du stress post-traumatique, c'est sur la peur, et l'évitement du deuil prolongé, c'est plutôt sur la douleur. Professeur Veva dira, c'est la peur d'avoir mal. C'est pas faux. Il y a des cauchemars dans le TSPT, il y a des cauchemars rares dans le deuil prolongé. Voilà, bon, je vais aller vite, hein, par souci de temps, mais absence de recherche de proximité dans le stress post-traumatique, et dans le deuil prolongé, on a une sorte d'activation de comportement pour aller vers des choses qui rappellent le défunt. Et alors, en fait, il y a des données, alors ce n'est pas les nôtres, mais c'est assez vieux maintenant, c'est des analyses factorielles. Ils ont mis ensemble des gens qui avaient pas mal de troubles, qui étaient endeuillés, et on a mesuré pas mal de troubles. On a mesuré les symptômes de deuil prolongé, les symptômes d'anxiété, les symptômes de dépression, les symptômes de TSPT, et on fait une analyse factorielle, et on voit que les symptômes de troubles de deuil prolongé s'agglutinent entre eux, d'anxiété s'agglutinent entre eux, de dépression entre eux. Bon, et pas vraiment entre eux de TSPT, puisqu'il y aura deux clusters, les intrusions et l'évitement. Mais bon, c'est d'autant plus remarquable que c'est vraiment la structure factorielle, en tout cas sur l'IESR du TSPT. Donc, vraiment, ils sont assez distincts. Et si on regarde l'overlap, donc le chevauchement, donc ça c'est une étude de mon ancienne mentor Naomi Simon, avant que j'arrive à Boston, qui retrouve que si vous prenez des gens qui ont un trouble de deuil prolongé, qui viennent pour des soins, donc il y a de la comorbidité avec la dépression et le stress post-traumatique, mais il y a 32%, il y a un tiers des gens qui sont en souffrance, qui viennent pour des soins et qui n'ont pas cette comorbidité-là, qui n'ont pas d'autres comorbidités. Sharon Sung, qui travaille dans notre labo et maintenant qui est à Singapour, elle a pris l'inverse, elle a pris des gens qui avaient une dépression, elle a regardé dépression endeuillée, elle a regardé combien avait un trouble de deuil prolongé dans sa cohorte, c'était un quart. Donc, si vous avez des gens déprimés endeuillés, il y a peut-être un quart d'eux qui ont un trouble de deuil prolongé. Et donc, Luana Marquez avec moi et d'autres, on a regardé sur une mini-cohorte de TSPT et il y en avait presque la moitié, en tout cas chez nous. Et alors, autre question, et comme ça, là, vous diriez, il y a des populations où il y a beaucoup de TSPT, on pourrait regarder s'il y a aussi du deuil prolongé. Vous lisez dans mes pensées. Quelqu'un a dit les vétérans. Je vous remercie. Et donc, on a regardé chez les vétérans. J'ai eu la chance, en plus d'être directeur adjoint de recherche d'un autre centre en parallèle, de soins pour les vétérans et de recherche sur les vétérans. Et sur notre cohorte de vétérans endeuillés, plus de 450, 30% avaient un trouble de deuil prolongé. Ensuite, on a essayé de répliquer ça dans un essai randomisé de thérapie pour le stress post-traumatique. C'était aussi des vétérans et on retrouvait aussi 31%. Et chaque fois, on retrouvait que le trouble de deuil prolongé chez ces vétérans avec un trouble de stress post-traumatique, le trouble de deuil prolongé était associé avec plus de sévérité des symptômes de stress post-traumatique, une moins bonne réponse au traitement du TSPT et plus d'idées suicidaires. Je fais une parenthèse sur les idées suicidaires parce que c'est un truc super important. C'est que le trouble de deuil
prolongé, c'est une vieille étude hein, de Latham et Prigerson, qui retrouve que le trouble de deuil prolongé est associé à une augmentation multipliée par 8,2 fois le risque d'un niveau élevé de suicidalité, et ça c'est après avoir contrôlé pour les effets de la dépression et du TSPT. Alors suicidalité, ça ne veut pas dire le suicide, mais ça veut dire les idées, ça veut dire les comportements, etc. On a juste là 2 mots sur 2 études qu'on a essayé de mener pour essayer de comprendre un peu mieux ça. On a regardé si l'anxiety sensitivity était prédicteur de l'envie de mourir chez patients en deuil prolongé. Ce n'était pas super clair. Et ensuite, on a re-regardé sur une autre cohorte pour la douleur émotionnelle, qui est aussi un prédicteur majeur. Et effectivement, on retrouve que le risque est médié par la douleur émotionnelle dans le deuil. Donc probablement, ils sont en deuil, ils ont mal, ils ont envie d'arrêter cette douleur. Alors là vous m'avez suivi à peu près, vous dites, ben, en fait, ils sont très proches l'un et l'autre. Okay. Mais là, c'est que des données transversales. Ça serait super d'avoir des données longitudinales. Alors, j'en ai pas. Mais Manik Jelantic, donc mon ami de... il y a un petit bout d'un truc qui est parti, de Utrecht, elle avait des données. C'est sa thèse de science. Elle prend des endeuillés, 204 endeuillés depuis plus d'1 an, et elle les a revus à 1 an. Et alors, en fait, elle essaie de voir, à 2 temps, stress post-traumatique, vous voyez les lignes dessus, et deuil prolongé, prolonged grief disorder, les lignes dessous. Elle veut voir, il manque un bout là, elle veut voir si l'un donne l'autre et dans les 2 sens. Donc ça, c'est le modèle théorique. Je ne sais pas si vous voyez... non, vous ne voyez pas, peut-être. Donc en fait, ce qu'elle retrouve, c'est que le stress post-traumatique donne du stress post-traumatique à temps 2. Donc dans la même cohorte, chez les mêmes gens. Les symptômes de deuil donnent les symptômes de deuil. Les symptômes de deuil donnent les symptômes de TSPT. Par contre, ça, là, ce n'est pas significatif. Là. Il manque un bout. Là, ça ne marche pas. Donc c'est un peu comme si... c'est la diapo suivante. C'est un peu comme si le trouble de deuil prolongé est distinct du TSPT, mais souvent comorbide, qui l'aggrave et qui évolue indépendamment. C'est-à-dire qu'il appuie sur le stress post-traumatique et pas l'inverse. Et au final, Manik Jelantic a aussi fait une autre étude en réseau. Je ne rentre pas dans les détails, mais en fait, sa conclusion, j'ai mis la photo parce que c'était joli, mais sa conclusion, c'était que, en fait, c'est des communautés de symptômes qui sont proches, mais distinctes. C'est-à-dire que si on regarde les différentes couleurs, dépression, PTSD et deuil prolongé, on voit qu'ils sont très proches en fait, mais ils ne se touchent pas. Il n'y a pas des symptômes qui se chevauchent entre les différents troubles. Et donc, probablement, trouble de deuil prolongé, c'est probablement pas un trouble de stress post-traumatique. Du coup, la question suivante, c'est peut-être c'est un trouble de stress post-perte. Peut-être pas c'est le trauma, c'est la perte. Donc c'est juste, après avoir perdu quelqu'un, on a du stress qui continue. Alors pour aborder ça, je vous lance sur une étude qu'on a faite sur des patients qui avaient un trouble de deuil prolongé qui venaient pour des soins, et dans un essai randomisé, et on leur demande, on essaie de mesurer les attaques de panique, mais qui sont déclenchées par les souvenirs de la perte, soit du défunt, soit du décès. Et effectivement, on trouve qu'il y a énormément. Donc 38% ont eu un symptôme limité, une attaque de symptômes limités liée au deuil sur le dernier mois, la dernière semaine, excusez-moi, sur la dernière semaine, et avec un petit tiers qui ont des inquiétudes par rapport à ces attaques de panique qui surviennent de manière liée au deuil. Donc ça fait penser quand même à quelque chose de très stress dans ce trouble. Et je vous présente quelques petites données d'une étude pilote qu'on réplique, qu'on est en cours de réplication à Caen, où on a pris des patients qui avaient du deuil, alors pas tout à fait du deuil prolongé parce qu'ils étaient un peu plus bas, mais à peine plus bas, et on leur a fait passer un paradigme d'imagerie mentale. C'est-à-dire qu'on s'assoit avec eux, on leur dit « Racontez-moi comment ça s'est passé le décès », ils me le racontent, on écrit un petit script audio qu'on enregistre. On leur demande, racontez-moi un moment où il ou elle vous a vraiment manqué. Ils nous racontent, on l'écrit. Et ensuite,
ils se assoient sur la chaise, on leur colle des électrodes, etc., de conductance cutanée et de fréquence cardiaque, et on leur fait écouter les deux scénarios. Et on fait aussi écouter d'autres scénarios. Et avant que je vous montre ces résultats, je vais vous poser une autre question. Donc, moi, je leur fais raconter l'histoire du décès. Alors, comme je suis jeune et avide de données, je me dis, tiens, je vais les faire cracher, mâcher un peu de salive et récupérer la salive tout au cours de l'entretien. Donc, je les vois, je dis bonjour, ils signent le consentement. Et je prends de la salive, je leur demande de me raconter le décès, de faire les scripts de ça, je reprends de la salive et ensuite je fais passer le skid, etc. Et j'essaie de regarder ce qui se passe dans la salive. Je regarde quoi? Hein? Ben, écoute, c'est ce que je voulais faire, le cortisol. Mais en fait, quand j'ai regardé le cortisol, la cinétique du cortisol est trop lente en fait. Et donc, par contre, j'ai pu regarder l'alpha-amylase. Ce n'est pas tout à fait significatif parce qu'on n'a que 8 sujets, mais c'est quand même assez démonstratif qu'on a une augmentation de l'alpha-amylase salivaire qui est un reflet salivaire de l'activité de stress, de l'activité adrénergique. En fait. Et donc, effectivement, ils se stressent, ces gens-là, quand ils en parlent. Donc, je vous présente les données là maintenant du script. Présente le script, donc on n'a qu'à juste regarder déjà sur la gauche. Sur la gauche, on a la réponse de conductance cutanée. Première colonne, c'est quand ils écoutent un script neutre, bon, ben, ça ne bouge pas. Quand ils écoutent un script où ils doivent faire une présentation orale comme aujourd'hui, visiblement ils ne sont pas très phobiques sociaux, donc ça ne bouge pas. Et par contre, quand ils écoutent le récit du décès, là, ça monte. Et par contre, quand ils écoutent envers le récit d'un moment où on essaie d'éliciter le manque de l'autre, yearning, c'est le manque, c'est se languir, ça n'augmente pas. Pas trop. À droite, on a la fréquence cardiaque. Alors la fréquence cardiaque, c'est rigolo parce que ça augmente et dans le script du décès et dans le script du manque. Donc il y a quelque chose qui se joue autour du système sympathique et parasympathique, de manière quasi différentielle entre les deux types de symptômes. Alors, c'est vraiment très anecdotique là, mais je vous montre, c'est chaque fois qu'on leur faisait passer le script, donc on leur demandait, vous avez ressenti quoi comme émotion? Parce qu'on voulait voir s'ils avaient peur finalement, c'était ça la question, ou s'ils avaient autre chose. Donc quand ils écoutent le script à gauche, les 3 premières colonnes, ils écoutent le script du décès, donc ils écoutent l'histoire du décès, ils ont un maximum de douleur, un peu de manque, enfin pas mal de manque et pas mal de peur. Et quand ils écoutent à droite le script du manque, ils ont un peu moins de douleur, mais bon, beaucoup de manque, donc on y est bien arrivé et pas de peur. Donc est-ce que le trouble de deuil prolongé est un trouble de stress post-perte? Alors c'est clair que le système de stress est impliqué, mais pas que. Là, ce que je vous montre, c'est que dans le manque, il y a quelque chose qui se passe avec ce yearning, ce manque de l'autre. Alors du coup, je me dis, tiens, est-ce que le trouble de deuil prolongé, c'est pas un trouble de manque post-perte? Et alors là, j'en reviens à une des premières études que j'ai pu faire, sur laquelle j'ai pu bosser à l'époque sur le deuil. On avait ce questionnaire où on a pris 200, peut-être 200 et quelques, ou 190 patients qui avaient un deuil pathologique, qui venaient pour des soins. Et on leur a fait passer un questionnaire, donc le SKICG qu'on utilise maintenant en clinique, avec tous les symptômes possibles de deuil, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de classification. Donc du coup, en fait, il fallait qu'on utilise toutes les classifications proposées et qu'on fasse un combo de tous les items. Et donc, ce qu'on retrouve, c'est ces gens qui disaient qu'ils n'allaient pas bien depuis leur perte. Le premier symptôme, c'est effectivement le manque. Bon, vous remarquerez, j'y reviens, le second symptôme, c'est la douleur. Alors, on a très peu de données de neuroimagerie dans le deuil. Ça, c'est une étude assez ancienne maintenant de Marie-Françoise O'Connor de l'Université d'État de l'Arizona. Ce que vous voyez là, c'est l'activation du nucleus accumbens en vert chez les gens qui ont un trouble de deuil prolongé et en bleu chez les gens qui n'en ont pas, à l'évocation de mots rappelant le deuil.
Alors le nucleus accumbens, c'est quoi? Noyau de la récompense. C'est ce qui s'allume quand on a un craving pour du chocolat ou autre. Donc là c'est vraiment une seule étude, mais c'est quand même une donnée qui fait penser que le système de la récompense est suractivé. Alors quand on parle de deuil, on parle d'attachement. Et quand on parle d'attachement, on parle de quelle hormone? Personne? Hein? Et ouais, on parle d'oxytocine. Donc j'ai passé peut-être 5 ans à essayer de convaincre Naomi qui avait du sang congelé. Elle n'est pas vampire, hein, mais elle a du sang congelé de patients qui avaient un trouble de deuil prolongé, qui étaient des contrôles, des endeuillés contrôles, et qui avaient une dépression. Et je voulais absolument regarder dans ce sang comment était l'oxytocine. Donc ce qu'on a retrouvé, c'était pas tout à fait supérieur aux endeuillés contrôles, mais clairement supérieur à la dépression. Bon, ça me permet de bien différencier de la dépression, et bon, ça donne une petite indication que possiblement c'est activé dans le deuil prolongé. Et alors du coup, donc l'oxytocine, parce que c'est vraiment l'hormone qui fait approcher, hein. Donc là on est toujours autour du manque, et donc en fait je me dis, tiens, est-ce que le manque c'est le symptôme central dans un réseau de symptômes? Est-ce que finalement c'était le plus fréquent, mais est-ce que c'est finalement celui qui est central dans la constellation de symptômes? Donc j'en réfère à toute la recherche sur les réseaux de symptômes. Alors ce n'est pas une étude à nous, c'est une étude à mon ami Don Robino, c'est plusieurs études, il en a fait 2, qui chaque fois retrouve, qui fait une cartographie des symptômes pour voir lesquels sont les plus proches, et qui retrouve que le nœud central, donc finalement c'est pas le yearning, c'est pas le manque, c'est la douleur émotionnelle. Alors ça, du coup, ça fait quoi? Ça fait se dire que peut-être le trouble de deuil prolongé, c'est un trouble de douleur post-perte. Mais ça, je vais m'arrêter sur mes questions parce que j'ai pas beaucoup plus. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a effectivement des gens qui essaient d'utiliser des antalgiques, du coup. Alors en parlant d'antalgiques, quel traitement pour le trouble de deuil prolongé? Vous en pensez quoi? Vous voulez faire quoi comme traitement pour ces gens-là? Hein, les antidépresseurs, j'entends. Bon, j'y reviens aux antidépresseurs. Je garde pour autre chose. Ouais. Mais vous avez vu ma présentation avant. Hein? Non, je rigole. De la TCC, ouais. Effectivement. Donc, une question, c'est est-ce que la TCC marche, hein? Ça marche sur presque tout. Est-ce que ça marche pour le trouble de deuil prolongé? Donc, il y a quelques études, mais comme vous avez remarqué, la plupart sont contre contre waitlist, wait group, donc contre liste d'attente ou soutien ou psychothérapie de soutien, donc c'est pas super actif. Et toutes ces études, il y a moins de 100 patients à chaque fois. Donc probablement ça marche, mais c'est pas ce qu'il y a de plus valide en termes de nombre d'études. Ce qui me permet par contre de faire la transition sur une autre type de thérapie qui est, donc maintenant c'est le Prolonged Grief Disorder Therapy, avant ça s'appelait le Complicated Grief Treatment, qui est une thérapie créée par Cathy Shear à l'Université de Columbia, de 16 séances individuelles. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je peux déjà vous parler des principes directeurs de cette thérapie. Donc 16 séances individuelles, et l'idée c'est que le deuil est une réponse instinctive naturelle qui trouve son propre chemin de guérison, et en fait quand on a un trouble de deuil prolongé, c'est parce qu'on est bloqué, on a déraillé dans ce cheminement. Et le traitement du trouble de deuil prolongé, en fait, ça consiste à enlever ou à traiter les complications en facilitant le processus naturel de deuil. Et donc pour ceux qui font de la thérapie ici, si vous regardez ça, vous allez dire « Ah mais il y a un peu de tout dedans ». Effectivement, il y a un peu de tout. Mais il y a surtout exactement les interventions
qui vont cibler chaque complication. Donc, pensée dysfonctionnelle, rumination, on a des stratégies de thérapie cognitive, monitoring, etc. Évitement excessif, on a des stratégies d'exposition. Régulation des émotions inefficaces, on essaie de les aider à réguler les émotions. On les entraîne à osciller, à avoir des moments où ils y pensent, des moments où ils n'y pensent pas. Et le soutien qui est inadéquat, on leur offre notre alliance thérapeutique. Et dans la thérapie, on fait venir des gens aussi. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que ça marche. Alors, ça marche dans 3 essais randomisés. Le premier que je vais vous montrer là, il a été testé contre un traitement actif. Vous avez une idée de qu'est-ce qui pourrait... Une psychothérapie active, mais pas la TCC. Bon. Elle a comparé à une thérapie qui marche très bien pour la dépression, notamment dans les contextes de changement de rôle, c'est la thérapie interpersonnelle. Ça marche bien. Et on se dit, deuil, dépression, thérapie interpersonnelle. Et donc, elle fait cette comparaison. Donc ça, c'est l'étude Princeps publiée en 2005. Et elle trouve qu'on a presque 2 fois plus de répondeurs, voire même plus, chez les completers, dans la thérapie ciblée deuil par rapport à une thérapie interpersonnelle. Et j'en parle parce qu'il y a cette étude, il y a une autre étude chez les personnes âgées qui a le même design, et il y a une 3e étude très large dans laquelle j'ai participé quand j'étais postdoc, en tout cas juste en arrivant, qui compare la thérapie et le citalopram en combinaison ou pas, et contre le placebo. Donc on a 4 bras. Et ce qu'on retrouve, c'est que le citalopram, ça ne marche pas. Et en fait, que la thérapie marche. Et si on rajoute le citalopram, donc c'est un antidépresseur, hein. Et si on rajoute le citalopram à la thérapie, ça ne fait pas mieux. Alors pourquoi j'en parle? J'en parle déjà parce qu'on parle de traitement, mais j'en parle pour un autre truc super intéressant. J'en parle parce que ces patients, ils ont aussi des symptômes de PTSD en fait. Et donc qu'est-ce qui se passe dans cet essai sur les symptômes de TSPT? Vous pourrez se dire, tiens, peut-être le citalopram, il va agir sur les symptômes de TSPT. Et peut-être que la thérapie n'agit pas sur les symptômes de TSPT. Et en fait, on retrouve ça. On retrouve qu'en fait, la thérapie marche sur les symptômes de TSPT, en parallèle des symptômes de deuil. Et que le citalopram ne marche pas vraiment sur les symptômes de TSPT. Et donc, si on traite le trouble de deuil prolongé, qu'est-ce qui se passe? Citalopram, pas d'amélioration des symptômes de trouble de deuil prolongé et de TSPT. Et thérapie du deuil, amélioration des symptômes de deuil prolongé et de TSPT. Alors vraiment, ça rejoint l'idée que j'avais soulevée tout à l'heure, que peut-être le TSPT accompagne ce deuil prolongé. Alors, où est-ce qu'on va? Alors, mes dernières diapos, c'est sur où est-ce qu'on va. Alors, les dernières directions que j'ai prises, c'est parce qu'il y a toujours un lag entre le moment où on a des idées, le moment où on lance la recherche. Donc, moi, j'en étais encore resté au niveau du traitement à traiter le stress avec un programme de méditation qu'on a utilisé chez les vétérans et dans d'autres populations, qu'on a adapté pour les endeuillés. Et là, les 2 graphes, c'est du pré-post juste sur le premier groupe de patients, je crois 6 ou 7 patients, en essai pilote. Donc on va essayer de le refaire en plus grand. J'en parle dans quelques secondes. J'en parle dans quelques secondes parce que ce qu'on voulait aussi savoir, c'est mais qu'est-ce qui se passe au niveau neurobiologique? Visiblement, il y a très peu d'études de neuroimagerie. On ne sait pas trop la neurobiologie de la réactivité liée au deuil. Et on ne sait pas trop si ça change, en fait, même, parce qu'on n'a quasiment que du transversal. Donc, pour combiner les deux, on a cette étude qu'on commence là. C'est une petite étude randomisée où on fait de la méditation. Donc, on essaie juste de réduire les symptômes de stress. Chez 30 patients, 15 reçoivent la méditation tout de suite pendant 8 semaines, 15 sont en liste d'attente, et ensuite, on intervertit. Et on fait passer une IRM fonctionnelle avec le script dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour éliciter la douleur émotionnelle, etc. Et aussi un paradigme
de stress générique. Alors je vous parle du trouble de deuil, de la thérapie du trouble de deuil prolongé, qui est une thérapie en 16 séances. Vous allez me dire, mais 16 séances, c'est long. Alors peut-être pour la France, c'est pas très long, mais en fait, si pour les États-Unis, c'est long en fait, 16 séances. 16 séances, c'est en gros 2 fois plus que ce que rembourse une bonne partie des assurances des mutuelles américaines par an. Donc c'est beaucoup. Ceci dit, c'est beaucoup et c'est long. Et donc il y a des gens qui ne terminent pas la thérapie. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de piloter. Donc on a une petite subvention pour piloter un programme en 4 semaines de la thérapie. Des 16 séances, on les condense en 4 semaines. Donc 4 séances par semaine sur 4 semaines, c'est ça. Et alors là, le dessin, le graphe que je vous montre, là que vous voyez, c'est la version pilote où on avait fait ça, mais avec plein d'autres trucs. Hein. Il n'y avait pas que la thérapie de deuil, il y avait de la méditation, etc. sur 2 semaines. Et je crois qu'on devait avoir 20 et quelques patients. Et là, c'est les 8 patients qui ont été revus à 3 mois. Et on voit bien un pré-post qui diminue avec un maintien des symptômes de deuil à 3 mois. Donc ça, c'est l'étude pilote en 2 semaines. Nous, on va le faire en 4 semaines. Et donc, pour terminer, donc, ce qu'on est en train de faire, c'est que je veux essayer de mettre les 2 essais un peu en parallèle et de demander un peu d'argent pour rajouter l'IRM fonctionnel avec les mêmes paradigmes sur la thérapie du deuil, ce qui me permettrait de pouvoir voir le pré-post dans la thérapie du deuil et comparer ça au pré-post d'une liste d'attente et au pré-post d'une thérapie non spécifique du deuil. Voilà, je pense que j'ai à peine dépassé. Donc voilà, donc le trouble de deuil prolongé est désormais un diagnostic du DSM. C'est comorbide mais distinct des autres troubles. Il y a une implication du système de stress, mais aussi de l'attachement ou de la récompense et du système de douleur. Clairement, les nouvelles recherches sont nécessaires, et notamment au niveau de la pharmacothérapie, mais ça, je vais le laisser pour l'échange. Voilà. Merci, je vous remercie pour votre écoute. Alors, je ne sais pas comment on fait des questions. Oui, moi j'avais éventuellement une question, Thierry Bobet. Quand tu parles de stress et quand tu parles de deuil compliqué et de associer un trouble de stress post-traumatique, est-ce qu'on parle du traumatisme lié à des visions d'horreur comme on peut avoir dans certains cas quand un proche se fait tuer à côté, etc. Ou simplement de traumatisme lié à une perte trop brutale qui serait par exemple annoncé au téléphone, mais qui ne serait pas un événement traumatique direct, classique, quoi. Ben, les deux. Mais du coup, c'est pour ça, c'est les deux. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, du coup, ça devient trouble de deuil prolongé, parce que si on appelle ça trouble de deuil traumatique, ça exclut par définition le sorte de truc un peu soudain. Cette réponse, entre guillemets, traumatisme subjectif qui n'est pas dans la définition du DSM. Bah, tu nous as trop ou pas assez dit sur la prise en charge et les pistes pharmacothérapeutiques. Donc, parce qu'on voit que tu évoques des résultats autour du système de la récompense. Tu nous emmènes où du côté de l'anti-craving ou alors de la kétamine, des traitements substitutifs, des traitements aux opiacés. Il faut que tu nous en dises un tout petit peu plus. Ben, tout est bon à prendre. Et on ne sait pas. En fait, j'en dis pas plus, parce qu'on va être sur YouTube, et que c'est hyper... Alors déjà, le diagnostic de trouble de deuil prolongé était controversé, mais alors, parler de médicaments pour le deuil, c'est encore plus controversé. Donc, mais on peut discuter. Alors, on peut discuter de tous les systèmes. Hein. Système oxytocine, pourrait imaginer agir dessus. Système de la douleur. Donc, en fait, il y a Marie-Française O'Connor, elle voulait faire un paradigme avec juste un peu de paracétamol. Et effectivement, le paracétamol, dans les études expérimentales de cyberbol, où on crée un rejet social, ça allume
les zones de la douleur émotionnelle, on donne du paracétamol, ça s'éteint. Les étudiants à qui on donne du paracétamol à petite dose au long cours, ils ont moins de sensations de rejet. On pourrait imaginer que paracétamol pourrait être stable. Alors après, il y a une étude qui est référencée donc, sur Clinical Trials. Des gens essaient d'utiliser l'altrexone, effectivement. Donc anti-craving pour ce côté de manque. Mais je veux bien aller encore plus loin parce que je peux comprendre que ce soit très critiquable la notion de prendre un traitement au long cours dans une situation comme celle-là. Moi, j'étais déjà parti dans la psychothérapie augmentée, c'est-à-dire chimio-facilitée, accompagnée par la prise d'un psychotrope. Et je pense que ça pourrait marcher. Ouais. Ça pourrait marcher. Là, on pourrait. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le protocole MDMA, mais en tout cas, effectivement, là, tout ce qui est. Parce que dans la thérapie, il y a une partie qu'on appelle revisite, où le patient raconte le décès. Et ensuite, il y a une partie où on fait. C'est un peu de la restructuration cognitive, quoi. Et cette partie-là, je pense que sous psychédélique, par exemple, on pourrait améliorer la flexibilité mentale. Je ne sais pas si on va emmener beaucoup plus de monde si tu pars tout de suite sur les psychédéliques, les psychodyspeptiques. Ouais. Moi, ou même sous ocytocine, j'ai vu il y a des choses comme ça qui ont été faites en périnate, des traitements qui sont traitements psychothérapiques augmentés par des prises d'ocytocine. Bon. Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais encore une fois, c'est vraiment enfin voilà, avoir des précautions. Hein. Bonjour, Avril Prosper, je suis psychologue à la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Déjà, merci pour la conférence. Je rebondis sur le craving. Je voulais savoir si vos études allaient s'étendre ou s'étaient étendues à l'addiction, qui est une comorbidité assez importante dans le stress post-traumatique. Il y a très peu d'études. Donc là, j'ai des internes là, qui vont sur référencement, donc ils sont en train de screener des internes qui font l'option addicto, et donc ils sont en stage d'addicto, et j'aurais demandé de passer de manière, le screening de deuil pour voir où est-ce qu'on en est. Mais de manière, en fait, c'est assez rigolo, ça me fait penser à autre chose par rapport à la douleur, de manière anecdotique, puisque on n'a pas donné, mais j'entends beaucoup de gens qui travaillent avec des douloureux chroniques qui me parlent il y a plein d'endeuillés chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, on va passer aux questions en ligne. J'ai des questions de personnes en ligne qui souhaitent du coup avoir des réponses sur plusieurs thèmes. Donc une première, existe-t-il des deuils impossibles dans le sens de douleurs impossibles à surmonter, de deuils inacceptables parce qu'ils ne vont pas dans le sens des choses, comme la perte d'un enfant? Est-ce différent dans ce cas-là? Non, mais c'est plus difficile, mais c'est pas insurmontable. Je crois que le fait de se dire que c'est insurmontable fait partie aussi de la distorsion. En fait, mais c'est effectivement difficile. Mais j'ai eu des patients qui ont perdu leur enfant, ouais. Et qui vont mieux, qui ont fait la thérapie, qui vont mieux, qui vont franchement mieux. Mais leur statut de bereaved, leur statut d'endeuillé, les anniversaires c'est douloureux, tout ça c'est douloureux. Mais c'est des gens qui ont pu reprendre non seulement un job, mais qui ont pu faire un autre job que celui qu'elle faisait, parce que se dit tiens je vais refaire un nouveau truc, et qui sont repartis dans la vie. Une deuxième question de la même personne qui demande: existe-t-il des études sociologiques rendant compte des bénéfices des rituels de deuil, c'est-à-dire moins de deuil aigu lorsque les rituels sont mis en œuvre? De manière anecdotique, oui. Je ne pense pas qu'il y ait d'études. Je pense que oui. Je pense que ça va aider, mais je ne crois pas qu'il y ait d'études qui comparent. Une autre question: le développement d'un trouble mental chez un parent peut-il provoquer un deuil prolongé et ou un TSPT chez un enfant? L'enfant peut perdre le parent dont il aurait besoin. Je n'ai
pas sûr de comprendre la question. Est-ce que c'est le trouble mental qui fait que... Alors, du coup, ce n'est pas un décès. Donc, si ce n'est pas un décès, on ne parle pas de trouble de deuil prolongé. La même personne du coup qui pose une autre question. Un aidant accompagnant un proche avec Alzheimer pourrait vivre un deuil en 2 étapes, donc un petit peu la même thématique, la perte de la personnalité du proche, puis par la suite la perte physique. Comment penser la prise en charge psychologique précoce des aidants? Je crois que la prise en charge des aidants, la prise en soin des aidants avant le vrai deuil, enfin avant le vrai décès, même le vrai décès, elle va être différente. Parce que même, je comprends, hein, et on en voit des gens comme ça, mais même si on sait, mais j'ai déjà perdu ma mère, mais elle est encore là en fait. Et il y a encore toujours l'espoir, et d'ailleurs dans la maladie d'Alzheimer, par moment, pendant 10 secondes, la maman est revenue et on a eu une interaction sympa. Et c'est pas la même chose que vraiment de perdre vraiment la personne et de savoir qu'elle reviendra pas et qu'il n'y aura vraiment aucun espoir. Une autre personne qui nous demande votre avis sur la thérapie ACT-TTC de 3e génération basée sur la gestion des émotions qui rentre tout à fait dans l'exposé présenté. Ouais, ça devrait marcher, mais il n'y a pas de données, enfin, à ma connaissance. Question sur les CRP qui sont les centres régionaux du psychotraumatisme. Est-ce que vous pensez que les CRP devraient systématiquement pouvoir proposer des thérapies du deuil prolongé? Alors, moi, vraiment, alors, nous, chez nous, dans le centre régional psychotraumatisme Normandie, on le propose. Je pense que l'intrication avec le trauma du deuil est assez importante pour... Je pense qu'une partie de la thérapie, en tout cas cette thérapie spécifique pour le deuil prolongé, est assez proche des thérapies centrées sur le trauma. Maintenant, il y a 2 questions qui restent en suspens, je crois, auxquelles il faut répondre avant de pouvoir vraiment répondre à cette question. C'est 1, est-ce que les thérapeutes de trauma, ça les intéresse de faire du deuil? Parce que ça se trouve, effectivement, il faut embaucher d'autres gens. 2, est-ce que les thérapies du trauma marchent sur le deuil? Puisque tout ce que je vous ai présenté, il n'y a pas ça. Donc on a fait quelques demandes de subventions qu'on n'a pas eues, mais c'est ça. Est-ce que le MDR, finalement, il y en a? Est-ce que ça marche? Est-ce que l'exposition prolongée marche aussi bien ou quasiment aussi bien que la thérapie du deuil? Parce que ça nous éviterait d'avoir à former quasiment toute la France, en fait. Et effectivement, si ces thérapies pour le trauma marchent pour le deuil, clairement, je pense que dans les CRP, c'est là où il y a les thérapeutes. Et en rebondissant, parce que je t'assure que ce n'est pas moi qui ai écrit la question sur le net, mais j'avais cette question dans la tête, je t'assure. Mais pour aller encore plus loin, je me mets du côté du thérapeute. Tous, un jour ou l'autre, on est confronté à la notion de deuil, sans forcément qu'il soit prolongé ou compliqué ou pathologique. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a, pour le thérapeute, il y a quelque chose d'engageant un peu différemment à être thérapeute du trauma ou thérapeute du deuil prolongé? J'ai été clair? Je crois avoir compris. C'est un autre job. Hein. Mais ouais. C'est un autre job. Alors, il y en a, ils jouent très bien le jeu, ils aiment bien. Il y en a, ils aiment bien, qui font du trauma depuis longtemps, ils aiment bien, ça échange. Et il y en a qui font du trauma depuis longtemps, ils m'ont observé un peu, ils se sont arrêtés. C'est pas pour moi. Ça me fait trop penser. Donc, je crois que Cathy Scheer, à ses formations, elle dit que c'est la seule thérapie dont elle a connaissance où tous les thérapeutes ne peuvent pas le faire, même en suivant le manuel, pour des raisons personnelles. Pourquoi? Ça leur renvoie à leur propre mortalité et à la mortalité de leurs proches. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu de la thérapeute. Mince, j'espère qu'elle ne m'écoute pas ce soir. Bon, en tout cas... Une dernière question. Quelles sont les spécificités de la prise en charge du deuil chez les enfants? C'est une bonne question. Alors, je parlais de deuil prolongé, il y a peu d'études, hein, et la thérapie, là, il n'y a pas. Il y a des thérapies, il y a de la TCC, je
crois, qui a été testé chez les enfants. La thérapie spécifique de Cathy Shear, je crois qu'il y a peut-être une petite étude, mais je ne suis même pas sûr qu'elle soit publiée, parce que je lui avais posé la question, elle m'avait dit, ah oui, il y a, je ne me rappelle plus qui, est en train de le faire chez les ados. Voilà. Ça, c'est pour le trouble de deuil prolongé. Pour le deuil, je crois que c'est important de regarder aussi les parents. C'est ça la spécificité. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? C'est le moment. On va laisser le micro au professeur Bobet pour la conclusion. Donc vous êtes bien sûr qu'il n'y a pas de dernière question dans la salle. Donc on va conclure cette séance. Alors moi j'aurais encore beaucoup de questions mais qui débordent le cadre de ton exposé, mais on n'a pas tous les jours un spécialiste du deuil et de ses complications sous la main. Notamment, il arrive fréquemment en CUMP, en cellule d'urgence médico-psychologique, qu'on soit obligé d'intervenir sur des deuils collectifs, des deuils catastrophiques. On s'est occupé de choses aussi invraisemblables que des accidents d'avion avec 100 familles qui débarquent à l'aéroport et qui apprennent à ce moment-là le décès, enfin de situations de ce type-là. Et on n'a pas tellement de repères cliniques sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Alors on est des cumpistes, donc on essaye de décalquer un peu ce qu'on sait sur le trauma. Et il y a du trauma dans ces annonces, c'est certain, mais c'est pas suffisant. Et on essaye d'être prudent et de ne pas nuire et de penser à se projeter d'emblée dans la durée, ce que les gens ne peuvent pas faire à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si tu as des expériences là-dessus, sur ces interventions précoces. Alors, il n'y a pas vraiment de trucs protocolisés encore. Moi, je sais que parfois, ça m'est arrivé en unité de crise de voir des gens ultra suicidaires et ça va être un mélange d'une intervention CUMP avec vraiment contenir les émotions. Je vais vraiment contenir, c'est de la douleur, hein, c'est quelqu'un qui a mal, hein, donc on est là, je comprends, ça va être super, c'est très douloureux, je comprends. C'est assez délicat de lui dire, vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Non, ouais, on le croit, hein. Moi je le crois, ça va aller mieux. On le sait. Mais là c'est pas aidant, donc je vais pas le dire. Un tout petit peu à distance, je fais tout ce qui est psychoéducation, c'est très important, c'est douloureux, mais c'est par vague. Il n'y a pas à culpabiliser si un jour, un matin, vous levez, vous êtes content de ce que vous faites et qu'après vous effondrez. C'est normal, c'est vraiment des vagues. Ce qu'il faut faire, c'est pas éviter. Donc, comme dans le trauma, il ne faut pas se mettre à boire, il ne faut pas faire l'autruche. Donc voilà, c'est douloureux, mais c'est normal et ça sera douloureux souvent. Mais il y aura plein de moments où ça ne sera pas douloureux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et puis qui s'entourent. Hein. On peut pas... on est des êtres sociaux, on ne peut pas faire un deuil seul. En fait, c'est pas possible. Je crois qu'il faut être accompagné. Enfin, il faut avoir du monde autour. D'où les rites, je ne sais pas qui c'est qui posait, d'où les rites. Ça a cette fonction-là aussi, le soutien social. Oui, et pour l'enfant, bien sûr, c'est quand on a affaire à un enfant endeuillé, on doit prendre en charge l'enfant, puis l'ensemble du système qu'il a autour de lui, de ce qu'il en reste en tout cas, c'est-à-dire le parent survivant et la fratrie. Et effectivement, on ne soigne pas un enfant tout seul sans s'occuper de son entourage. Quoi. Bon, alors, tout ça, oui, dernier point, peut-être la question des rituels. Alors, il y a des études en cours qui sont plus orientées anthropologie et psychologie, SHS, etc., sur l'absence de ces rituels pendant le Covid, pendant la période Covid. Donc là, il y a différents groupes qui travaillent sur cette question-là actuellement. Nous, dans le service, avec Dalila Rezoug et Carla De Stefano, on a obtenu un financement de la PHP pour mener une étude qualitative sur cette question-là. Et effectivement, les rituels sont quelque chose d'assez essentiel. On le voit quand on a des deuils sans corps, par exemple. Ce genre de situation-là complique bien sûr beaucoup les choses, puisque la plupart des rituels reposent sur le corps du défunt. Quoi.
Bon, donc merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Alors on a compris ce que c'était aujourd'hui que le deuil prolongé, qu'on appelait de manière imprécise par plein de vocables différents jusque-là, dont certains qui étaient assez confusionnants, comme le fameux deuil traumatique. Hein, on ne savait pas très bien de quoi on parlait, si on parlait de traumatisme ou de deuil. Voilà. Donc, là, il y a vraiment une clarification conceptuelle qui est vraiment intéressante, je pense, pour la clinique et pour la recherche. Voilà. Et évidemment, ça ne résume pas les complications du deuil. C'est une des complications du deuil, mais voilà. Et c'était le sujet que tu traitais aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres troubles psychiatriques qui peuvent apparaître au cours d'un deuil à différents moments, etc. Donc la question du deuil et de ses complications, c'est un très vaste domaine qu'on n'a finalement pas encore assez exploré, me semble-t-il. Alors pour prolonger ton intervention dans les jours qui viennent sur le site du CN2R, on va mettre en ligne un dossier thématique sur le deuil et ses complications. Ce sera dans quelques jours, sans doute la semaine prochaine. Le prochain webinaire, la date n'est pas encore fixée, ça sera début 2024, sans doute, ou toute fin 2023. Ça sera peut-être dans un autre lieu, ça sera peut-être au campus Condorcet des sciences humaines à Aubervilliers, on va voir. Mais surtout, il y a une date à retenir pour l'instant, qui est la date du 9 novembre 2023. C'est la date de la prochaine journée scientifique du CN2R qui se déroulera à Marseille. Et le thème, c'est résilience, santé mentale et changement climatique, regard croisé. On y parlera bien sûr des catastrophes climatiques, de l'évolution du climat avec des regards pluridisciplinaires. On y parlera aussi un peu de ce que le changement climatique fait vivre à la population, notamment aux plus jeunes d'entre nous. Hein, ceux qui ont moins d'années devant eux s'inquiètent moins, mais les plus jeunes s'inquiètent beaucoup. Et on essaiera de parler aussi un peu de cette question-là. Donc c'est le 9 novembre à Marseille. Donc vous pouvez vous y inscrire sur le site du CN2R. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors j'énumère parce qu'il y en a de plus en plus. Donc Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube. Et vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter du CN2R sur le site cn2r.fr. Voilà, j'ai l'impression de vendre le CN2R, je fais le maximum, c'est le but aussi. Donc voilà, je remercie vivement le professeur Eric Buy d'être venu à notre rencontre et de nous avoir présenté tout l'état actuel de nombreuses années de travail de sa part et dans son itinéraire. Et puis, je remercie aussi les participants, ceux qui étaient ici aujourd'hui, l'équipe organisatrice du CN2R et puis tous les nombreux participants, je crois environ 500, qui nous ont suivis en ligne ce soir. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures avec le CN2R. Merci.